Pour moi, c'est vraiment le Gérard Depardieu des médecines parallèles. C'est devenu surtout une machine à fric infernale. Ça fait bizarre de payer pour se faire agresser. Tout le monde disait que c'était un guérisseur fantastique, un monsieur qui faisait des miracles. On m'a parlé de demi-dieu aussi. J'avais jamais entendu quelque chose de négatif. Quand il m'a dit « si je me retiens pas, t'es foutu », c'est terrifiant. Je ne sais pas si Denis Vipré a un don ou n'a pas de don. Mais en tout cas, ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est de l'utiliser pour faire du mal aux gens. Bonjour, aujourd'hui je vous propose une émission spéciale consacrée à une enquête qui a mobilisé notre équipe pendant plusieurs mois. Cette enquête, très sensible, s'est intéressée à l'une des personnalités publiques les plus connues de Suisse romande, celui que la presse a surnommé le guérisseur des stars, le magnétiseur Denis Vipré. Ce dernier a refusé de répondre à notre demande d'interview malgré de nombreuses relances et des questions détaillées. Voici ce que son avocat nous a précisé. Monsieur Denis Vipré réfute fermement les faits allégués. Il n'a nullement l'intention d'instruire une procédure pénale par voie de presse comme le font malheureusement certains en violation de la présomption d'innocence. Pour beaucoup, c'est un soigneur hors pair, une référence. Depuis plus de 40 ans, Denis Vipré utilise la force de ses mains pour guérir. Mais vous allez découvrir dans ce premier volet de 2 épisodes la part beaucoup plus sombre de ce magnétiseur. Mais avant de plonger dans cette enquête hautement sensible, il faut absolument que je vous raconte comment tout a commencé. Enfin surtout, grâce à qui ? Parce qu'ici, on est parti de zéro. Pas de lanceur d'alerte, tout a démarré grâce au flair d'une toute jeune étudiante en journalisme, Margot, venue passer quelques semaines en stage dans notre rédaction. En fait, j'ai toujours été fascinée par cette tradition des faiseurs de secrets. Et puis, en regardant un peu plus, j'ai vu que Denis Vipré était celui qui avait l'air d'être le plus réputé. Et en plus, il utiliserait plus de 600 000 méthodes et il aurait guéri des gens comme Céline Dion, Gérard Depardieu et Zidane. Mais rapidement, si je me rappelle bien, t'es tombée sur cet article de 2024 qui évoquait sa condamnation. Oui, donc pour des attouchements en fait en 2020. Et puis, ce qui m'a plus intriguée dans l'article, c'est le fait qu'il disait qu'il ne se sentait pas coupable, qu'il referait la même chose, et qu'en 40 ans, en fait, son avocat a dit qu'il n'avait jamais reçu d'autres plaintes. Donc c'est ça qui m'a vraiment donné envie de démarrer l'enquête. Ok, pour être honnête, à l'époque, je n'avais aucune idée de l'aura qui entourait Denis Vipré. Alors j'ai commencé à lire et je suis tombée sur la spécialiste des guérisseurs en Suisse romande. Elle est docteure en anthropologie, elle donne des cours à la Haute École de Santé dans le canton de Vaud et elle a écrit un guide sur les guérisseurs, les rebouteux et les faiseurs de secrets et publié en juin 2025 un livre d'entretien avec Denis Vipré. Alors je l'ai appelé pour en savoir plus sur ce personnage. J'ai jamais connu ni en Suisse romande ni ailleurs de guérisseurs qui pratiquaient comme le fait Denis Vipré. Ils viennent beaucoup pour contre la magie noire, magie blanche, qui a toujours plus. Ça, j'adore faire. J'ai toutes les méthodes maintenant pratiquement. Et autrement, avec des animaux, puis surtout des protections pour que leur entreprise fonctionne, ou bien pour des problèmes de couple. Des soins à la chaîne, le patient reste moins d'1 minute entre les mains du magnétiseur. Il dit qu'il est magnétiseur paysan, il tient beaucoup à ce terme aussi de paysan, parce que c'est un peu ce qui ressemble le plus par le fait qu'il met ses mains sur les épaules des gens, et puis qu'il a justement cette force, lui il l'appelle comme ça, qui circule dans le corps des gens. Donc ça fait penser à la pratique des magnétiseurs, mais il n'en est pas totalement un. C'est pas un faiseur de secrets. Il chevauche un peu toutes ces catégories pour faire quelque chose qui lui est totalement propre. Donc pour moi, inclassable. Chez moi, dans la main gauche, il y a un petit corps humain de 6 cm ouvert avec dedans des points et ces points correspondent où il y a le mal. Actuellement, j'ai jamais été aussi en forme que ça. Je te mens pas, je soigne ces jours dans un record de force, d'énergie, de maîtrise de moi, de résultats, je le sens aussi. J'ai jamais été à ce niveau. C'est court, c'est rapide, ça peut être très surprenant, mais ça reste efficace dans la plupart des cas. Aussi bien qu'un médecin, mais je vois tout, quoi. Je veux dire, s'il y a des tumeurs, cancer, sida, leucémie, manque de fer, ligaments. Efficace ou pas, à la fin, c'est vous qui trancherez. Et vous le verrez dans notre 2e épisode, nous avons tout analysé, tout épluché pour tenter de percer le mystère Vipré et surtout comprendre l'envers du décor de son juteux business. Ce
qui est sûr, c'est qu'à coup d'articles de presse et de gros encarts publicitaires, le broyeur s'est forgé une solide réputation. Et sur Internet, les commentaires sont tout bonnement dithyrambiques. Denis Vipré est un grand homme qui fait le bien. Il mérite un énorme respect. Denis est exceptionnel. On peut lui faire confiance. Il est incroyable. Je le connais depuis que j'ai 18 ans et je n'ai jamais été déçue. Maintenant, j'emmène mes petits-enfants comme mon grand-père avait fait avec moi. Fidèle depuis 35 ans, j'y vais tous les 2 mois. S'il n'était pas efficace, je vois pas pour quelle raison je me déplacerais. Je recommande vraiment. Il a un réel don. J'ai toujours été bien reçue et très bien soignée. Cette personne est fiable, je vous l'assure. Juste incroyable. Il a réussi, où beaucoup n'ont rien pu faire. Parmi eux, j'ai rencontré Janine Baliman. Elle s'y rend environ une fois par an depuis plus de 20 ans maintenant. Infirmière assistante, formée à la chaux de fond, elle a vu sa vie transformée et celle de ses proches grâce au magnétiseur. Alors, la toute première fois que j'ai entendu parler de Denis Vipré, c'était quand il a passé dans le journal. On parlait justement de sa force, de ses capacités de magnétiseur. Et moi, personnellement, je ne peux dire que du positif, parce qu'il m'a vraiment sorti des épines du pied, psychologiquement dit, quoi. C'est-à-dire que j'avais un nourrisson qui faisait des crises 3 fois par jour. Elles étaient toujours plus longues. Donc, mon enfant était hospitalisé. Et on avait effectivement peur de la médication, parce que c'est pas évident de trouver le beau dosage pour un nourrisson. Et tout à coup, j'ai pensé de nouveau à Denis Vipré. Qu'est-ce qu'il a fait justement pour ce bébé? Alors, je suis arrivée, la salle d'attente était bondée. On était dans le corridor de la ferme de son papa. Et Denis vient chercher les gens. Et là, il me voit avec le maxi-cosy et dit « Toi, avec le bébé, tu viens tout de suite ». Il m'a mis les mains sur les épaules. J'ai senti une chaleur beaucoup plus chaude que nos mains puissent avoir. Et là, je suis rentrée à la maison en me disant l'après-midi, les crises ont commencé. Non, ce jour-là, les crises ne sont pas apparues. Par contre, celle du soir, qui était toujours plus longue, celle-là, elle est venue, mais beaucoup plus courte. Elle était un quart d'heure, ensuite 10 minutes. Et après 3 semaines, je suis retournée chez Denis Vipré. On nous disait, écoute, il y a encore quelques petites miettes, s'il te plaît, tu les prends. Et après, plus jamais, il a fait des crises. Guéri. Votre mari est agriculteur, lui aussi, il a consulté Denis Vipré. Pour quelle raison et comment ça s'est passé? Du jour au lendemain, il a eu 2 hernies discales. Puis il hésitait aussi à se faire opérer du fait qu'il savait qu'il avait un pronostic qui était engagé éventuellement pour terminer en chaise roulante. Et c'est lui qui revient puis qui me dit « Mais comment est-ce qu'il s'appelle ce guérisseur et tout ?» Qu'est-ce que ce rendez-vous il a permis? D'éviter l'opération. Donc jusqu'à présent, cette personne n'est pas encore opérée. Donc une grande reconnaissance, absolument. Une reconnaissance et un bouche à oreille qui permettent à Denis Vipré de multiplier les rendez-vous. Partout où il passe, c'est simple, les salles d'attente ne désemplissent pas et ça rapporte gros. 50 francs cash par consultation pour quelques minutes seulement et plus de 800 rendez-vous par mois. Mais en 2024, coup de tonnerre, il est reconnu coupable et condamné dans une affaire d'attouchement sexuel. C'est un guérisseur bien connu des Fribourgeois qui comparaissait devant la justice ce mardi. À l'époque, une seule femme avait déposé plainte, mais rapidement, on a eu des doutes. Et si cette femme n'était pas la seule victime? En fait, au fur et à mesure qu'on passait des coups de fil dans le canton de Fribourg, les langues se sont déliées et certains affichaient même publiquement ce qu'ils pensaient du magnétiseur. Écoutez cet extrait de la revue fribourgeoise de 2024, un spectacle mêlant humour et actualité qui réagit à la condamnation de Denis Vipré. Là oui. Ah oui, là oui. Oui. Oh oui. Je m'excuse, mais c'est un peu gênant. Allez, laissez-vous faire, je sens que je vais vous capter vos ondes. J'ai déjà mon antenne qui se déploie. Oh! Et là, l'onde de choc, vous l'avez senti? Allez Denis, mais ne touche pas. Le droit à la satire est reconnu. Toutefois, M. Denis Vipré regrette le traitement moqueur d'une affaire. Il estime que la souffrance des personnes impliquées, y compris la sienne, devrait être traitée avec retenue. Avec mon équipe, on a commencé à chercher, mais à ce stade, toutes les portes étaient fermées. Impossible de faire des appels à témoignages comme on peut le faire d'habitude, là c'était beaucoup trop sensible et impossible d'avoir accès aux documents de justice. Nous n'avions pas le moindre début d'un commencement. Mais c'est là que Margot a réussi à débloquer la situation par pur hasard ou presque. En fait, ce week-end, j'ai revu une connaissance que je savais qui était allée chez Denis Vipré. Du coup, je lui ai parlé de l'enquête et puis elle m'a dit qu'elle avait une amie qui avait une super mauvaise expérience avec lui. Apparemment, c'était d'ordre sexuel. T'as eu des détails?
Ouais, j'ai son nom, elle s'appelle Estelle, et puis du coup j'ai son contact, donc je pense que je vais lui envoyer un mail, et puis on verra quoi. On verra si elle répond. Ok, tiens-moi au courant, on croise les doigts là. Après des semaines de discussions et plusieurs rencontres, on a réussi à convaincre non pas une, mais 4 femmes de venir témoigner. Attention, certains propos que vous allez entendre sont difficiles et peuvent heurter la sensibilité. Bonjour, je m'appelle Erin, j'ai 35 ans et j'ai porté plainte contre Denis Vipré en octobre 2020. Bonjour, je m'appelle Anne, j'ai 30 ans et j'ai porté plainte contre Denis Vipré en mars 2020. Je m'appelle Marie, j'ai 48 ans et j'ai porté plainte contre Denis Vipré en décembre 2024. Je m'appelle Estelle. J'ai témoigné contre Denis Vipré pour des faits qui se sont déroulés en 2008. Pourquoi est-ce que vous, Erin, vous avez choisi d'être anonyme aujourd'hui ? C'est une question de protection en fait. C'est pas par rapport à Denis Vipré parce qu'il sait très bien qui je suis. Ma famille sait ce que je fais. Mais j'ai pas envie d'être stigmatisée dans la rue pour ça. Moi, j'habite un village, par exemple, et c'est facile de juger, c'est facile de dénigrer, c'est facile de pas entendre. Il y a trop d'enjeux pour pouvoir se mettre à découvert. Marie ? Non, mais j'ai aucune honte à avoir. Par contre, j'ai pas envie de lui donner de prise. Je tiens juste à préciser que pour les faits qui concernent Marie, une enquête judiciaire est en cours. Donc on va laisser faire le travail de la justice et que Denis Vipré est présumé innocent. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le travail journalistique et c'est surtout de porter à la connaissance du public vos témoignages. Avec cette première question à toutes, pourquoi est-ce que vous avez décidé aujourd'hui, collectivement, de sortir du silence ? J'ai réalisé que j'étais pas la seule victime et j'ai compris qu'il y en avait probablement beaucoup d'autres. Pour moi, ça fait partie de la démarche que j'ai voulu entreprendre dès le moment où j'ai voulu porter plainte. J'avais vraiment envie de protéger les personnes qui ont potentiellement déjà été victimes de Denis Vipré. Alors, à l'époque, je n'en ai pas parlé et c'est pour moi une opportunité de pouvoir remettre un peu les choses à égalité. Anne ? Je m'étais promis pour trouver une sorte de paix intérieure que s'il se repassait quelque chose, j'irais jusqu'au bout. Et j'ai l'impression que la force du collectif peut faire beaucoup. Comment est-ce que vous avez entendu parler de Denis Vipré la première fois ? Qu'est-ce que vous avez entendu à son sujet ? Tout le monde parlait de lui, tout le monde disait qu'il était... C'était une personne qu'il fallait connaître, que c'était un guérisseur fantastique, un monsieur qui faisait des miracles. On m'a parlé de demi-dieu aussi, qu'il avait soigné des tas de personnes très connues, voilà. Donc c'était vraiment des avis très positifs dans votre entourage ? Oui, ouais. Pour vous, Estelle ? J'avais jamais entendu quelque chose de négatif. La première fois que je suis allée le voir, c'était en 2010, dans sa ferme à l'échelle. J'ai été très impressionnée par le monde. Il y avait au moins 50 personnes, il y avait des cars devant la ferme. Les gens vraiment arrivaient par quart entier et ça m'a impressionnée. Vous y êtes retourné en juillet 2011. Ce jour-là, vous étiez en retard et il vous a dit de vous asseoir en attendant votre retour. Racontez-moi. Les gens sont partis un à un jusqu'à ce que je me retrouve seule. Et je me sentais plutôt chanceuse parce que je me disais « Ah comme je suis toute seule, il va peut-être me consacrer un peu plus de temps. » Et ses mains ont commencé à glisser vers l'avant. Il a commencé à toucher le haut de ma poitrine. Et là, j'ai trouvé ça étrange, donc je lui ai demandé de remettre ses mains sur mes épaules. Et il m'a dit que j'en avais besoin, que j'avais besoin de ça. Est-ce que vous vous êtes dit à ce moment, c'est un acte de soin ? Peut-être qu'il a détecté quelque chose au niveau des seins ? Alors, oui, peu de temps avant, j'avais eu une grosseur à la poitrine. Il se trouve que c'était bénin. Mais j'avais quand même un peu cette inquiétude qui était latente. Donc, quand il a mis ses mains là, je me suis dit peut-être qu'il a senti quelque chose et que ça vaut la peine de soigner ça. Et il me confirmait que c'était thérapeutique et que j'en avais vraiment besoin. Et il a continué à descendre jusqu'à atteindre mes tétons. Et là, ça m'a glacée. Je lui ai redit que ça ne me convenait pas, que là, ça ne me convenait pas du tout, que ça me gênait énormément et que je préférais qu'il remette ses mains sur mes épaules. Et il a recommencé à me dire que j'en avais besoin, que c'était thérapeutique, que c'était pour le soin. Et là, ça m'a complètement figée. J'étais paralysée de pas savoir si... Enfin, je ne savais pas à qui croire, si je devais croire mon ressenti qui me disait il y a un truc qui se passe qui est faux,
Et lui qui me disait, en gros, il faut en passer par là pour guérir. Et ça a duré un certain temps jusqu'à ce que je me dise non, mais ça va pas, ça ne me convient absolument pas. Et j'ai retiré les mains, je me suis levée et je suis partie. Et je suis allée m'effondrer dans ma voiture. J'ai dû pleurer pendant, je sais pas, peut-être 1 heure avant de pouvoir reprendre la route. Quand vous y repensez, surtout le fait d'avoir payé pour tout ça, comment vous ressentez les choses? Ça fait bizarre de payer pour se faire agresser. Il y a... Oui, ce culot qu'il est encore de me demander de l'argent après m'avoir agressé, ça m'a sidérée. Pour vous, Estelle? Donc j'étais à l'échelle directement dans sa ferme. Et ce qui s'est passé à ce moment-là m'a complètement déstabilisée parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est-à-dire qu'il m'a dit « Tu es prête à quitter ton mari ?» et il m'a embrassée. C'était un bisou forcé. C'était un bisou forcé. Un vrai bisou, un vrai de vrai, quoi. Et ensuite, il y avait une machine à laver. Il m'a dit, assieds-toi sur la machine à laver. Et il a posé ses mains sur mes genoux. Il m'a dit, je consulte régulièrement à l'hôtel qui est tout près de l'autoroute entre Lausanne et Genève. Viens me voir, on prendra une chambre. Dans mon cas, il n'y a aucune interprétation possible. Et puis, honnêtement, j'étais désemparée. Je n'ai pas réagi. J'ai retrouvé mon ami dans la cour. On est parti avec sa voiture et je lui ai raconté. Et j'ai éclaté en sanglots. Et on a fait demi-tour, on est retourné dans la cour. Et Denis Vipré a nié. Il a dit que c'était pas vrai, que je mentais, que voilà. J'ai fait un esclandre, j'ai crié, j'ai dit que c'était n'importe quoi. C'était en 2008, je me rappelle pas les mots exacts, mais j'ai vraiment fait un esclandre. Et ensuite, je suis sortie dans le couloir où il y avait tous les gens qui attendaient. Et j'ai dit, c'est un manipulateur, c'est un abuseur. Il m'a embrassée, il partait. Personne n'a réagi à l'époque? Non. La seule personne qui a réagi, c'est l'ami qui m'accompagnait. Erin, quelles images est-ce que vous avez de ce jour précis? C'était pas une séance normale. Il nous a donné rendez-vous à une amie et moi dans un restaurant, le Lave-à-Pesson, que je ne connaissais pas, mais qui est connu sur Fribourg. C'est moi qui ai commencé le soin, donc il m'a emmenée dans cette arrière-salle. Et il m'a enlacée et il m'a dit « Prends tout, t'en as vraiment besoin », que je manquais d'affection, que ça faisait 32 mois qu'il n'avait pas accouché avec sa femme. Et là, j'ai compris qu'il ne parlait pas vraiment d'affection, en fait. Il parlait juste de sexe. Et donc, il a commencé à mettre ses mains sur moi, le haut du corps, au-dessus des vêtements pour commencer. Et puis ensuite, c'était en dessous des vêtements. Et ça m'a totalement tétanisée. Ensuite, il m'a retournée. Je me suis retrouvée donc dos à lui. Et là, il a continué son enlaçade, beaucoup plus intense encore. Il avait sa tête dans mon cou, il susurrait des trucs. Voilà, c'était complètement choquant. C'était vraiment dur de savoir quelle était la réalité, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, jusqu'où il allait aller. J'étais terrifiée. J'ai rien pu dire. J'étais juste avec un débardeur, j'avais pas de soutien-gorge, j'avais pas de ceinture. Enfin, il avait déjà glissé ses mains partout sur moi. Est-ce que ça allait aller plus loin? Plus encore que les gestes, quand il m'a dit « si je me retiens pas, t'es foutu », c'est terrifiant, en fait. C'est vraiment cette accumulation des choses qui faisait que je pouvais rien faire, que j'ai pas pu faire quoi que ce soit. Il me sort qu'il n'a jamais fait ça de toute sa vie. Il me l'a juré sur la tête de ses 2 fils. Enfin bref. Je sais pas trop comment ça s'est fini. Et je suis partie. Et puis là, mon ami est venu. Puis on est resté encore à discuter sur la terrasse un moment. Et là, il a reçu un appel, soi-disant c'était l'agent de Zinedine Zidane. Il s'est vanté, il parlait fort, il nous a raconté des tas de trucs, il parlait de sa vie, du fait qu'il était à 1000 à l'heure, qu'il n'avait pas de bonheur, qu'il prenait pas de temps pour lui, que machin. Et que ça faisait 40 ans bientôt qu'il exerçait, et que pour cet anniversaire de 40 ans, il serait en procès avec une femme qui se plaignait d'attouchement. Et là, il
il le disait d'une manière scandalisée. Je comprends pas pourquoi, j'ai jamais fait ça. Alors il venait très précisément de me faire ça. Et je tombais des nues, je disais, mais c'est pas possible. Enfin, pourquoi est-ce que tu dis ça maintenant, quoi? Enfin bref. Pour vous, il y avait une intention sexuelle lors de ces touchés? C'était net? Oui, c'était net, ouais. Une personne qui vient, qui se frotte de tout son corps, qui gémit ou qui respire très très fort en plus et qui susurre des choses. Bon, bref. Oui, c'était net, ouais. Qu'est-ce qui se passe une fois que vous sortez? Mon ami me dit, est-ce que tu as parlé de telle personne de qui tu voulais lui parler? Je lui dis non, j'avais pris les photos mais j'avais pas encore fait. Alors elle me dit, vas-y, retourne le voir. J'ai pas réussi sur le coup à trouver une excuse pour ne pas y aller. Et du coup, j'y ai été. Je suis retournée là-bas. Et là, Denis Vipré a changé de mode. Il est rentré en mode business. C'était vraiment incroyable, la différence. Il a commencé à me raconter que des gens en voulaient à mon père et à mon fils, donc les menaçaient de mort, etc. Que c'était très grave, mais qu'ils pouvaient nous protéger toute la famille, qu'ils faisaient ces packs de business, et puis que là, justement, il y avait un pack qui se libérait, c'était exceptionnel. C'était un pack monde, et il me parle de quelque chose comme 200 000 francs. Et j'ai senti la pression sur moi vraiment forte. Quand on parle de menaces de mort. De menaces de mort, c'est quand même dingue. Et là, en passant la porte, il me prend la fesse et il serre. Je suis restée vraiment sans voix. Et aujourd'hui, je m'en veux complètement. Je me dis, mais comment est-ce que j'ai pas pu réagir? Comment j'ai pas pu être lucide, direct, et puis me dire que c'était vraiment tellement fou, absurde et n'importe quoi. J'ai culpabilisé longtemps pour ça. Ouais. Et pour vous, Anne? C'était à Lausanne, dans les Hauts-de-Lausanne. On était je dirais, une douzaine, quelque chose comme ça. Et puis il y a d'abord eu ce moment collectif où, du coup, ils venaient poser les mains sur les épaules de tout le monde. Puis qu'ensuite, chacune allait dans une salle privée faire un petit moment avec lui. Est-ce que vous vous rappelez, Anne, de ce qui s'est passé quand vous êtes arrivée seule à seule avec lui dans cette petite pièce? Moi, j'avais mes mains sur mon ventre et il m'a dit que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie serrée et que ça allait me faire du bien. Ça a dérapé. En fait, quand il a mis ses mains déjà directement dans mon dos et pas par-dessus les vêtements, sous mon pull, et moi, j'étais assez prise au dépourvu. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas ce qui se faisait ou ce qui ne se faisait pas. Après, son téléphone, il a sonné. Du coup, pour pouvoir répondre à son téléphone, il m'a tourné contre lui. Et du coup, j'étais dos contre son ventre. Et après avoir raccroché, il a mis ses mains sur ma poitrine. Et il m'a susurré un peu. Il m'a dit « Prends ce que tu as à prendre ». Il a mis sa main sur ma fesse en contact direct avec ma peau. Il continuait de me répéter « Prends ce que tu as à prendre » avec une respiration un peu saccadée et très proche de mon oreille. Et tout ça en fait très rapide parce que je pense que ça a duré quelques minutes. Dans votre cerveau, qu'est-ce qui se passe quand il met ses mains sur votre poitrine, quand il met ses mains sur votre fesse? Je me suis complètement figée. Mais je me suis figée dans mon corps et dans ma tête, ça allait très vite, mais dans beaucoup de flou, une sorte de panique de qu'est-ce qui est en train de se passer. Et je suis sortie sans rien dire et un peu, je crois, en état de choc de cette salle. Erin, quand vous entendez le témoignage de Anne, il y a énormément de similitudes. Je vois que vous êtes très émue. Oui, c'est fou. C'est vraiment très similaire. Dans les mots, dans les gestes, dans la respiration, les positions, ouais, c'est fou.
Je m'excuse, je suis émue, c'est la première fois que j'entends ce témoignage. Est-ce que vous pouvez rappeler à quelle date exactement ou à quel moment ça s'est passé, l'une et l'autre? Moi, c'était tout début mars 2020. Et moi, c'était le 10 septembre 2020. Est-ce que Anne, vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez pu en parler à quelqu'un juste après, dès que vous êtes sortie? En fait, je devais aller travailler l'après-midi. Et en fait, il y a un moment donné au travail où je me suis effondrée. Ouais. Et du coup, j'ai raconté. Et donc, le soir même, vous êtes allée à la police? Ouais. Pour déposer plainte? Ouais. Après ce tournage, je vais pas vous le cacher, j'ai eu beaucoup de mal à dormir. Impossible de pas être touché. On a beau essayer de mettre une distance, une carapace journalistique, on se dit que ça pourrait être nous, notre sœur ou encore une collègue dans la rédaction. Ça, c'est déjà compliqué, mais il y a autre chose qui rend l'affaire encore plus délicate. Depuis la vague MeToo, en tant que journaliste, on doit être particulièrement prudent face à de telles accusations. Alors avec mon équipe, on s'est battu pour obtenir des preuves, des documents, pour corroborer chacun de ces témoignages. Pour Erin, aucun doute, l'affaire a été jugée, Denis Vipré est condamné et la décision est entrée en force. Pour Marie, j'ai pu obtenir la copie de son dépôt de plainte et le ministère public fribourgeois m'a confirmé qu'une instruction avait été ouverte. Marie a été auditionnée par la police le 11 février 2025 et elle devait être confrontée à Denis Vipré le 18 juin, mais le guérisseur a demandé un report de cette audience pour raison de santé. Son témoignage sur le plan journalistique est donc crédible, ce qui ne signifie pas encore que Denis Vipré soit coupable. À ce stade, je le répète, une enquête est en cours, il est donc présumé innocent. Restent 2 femmes, Anne et Estelle. Et c'est à ce moment-là que notre enquête a pris un tournant complètement fou. Car ce que nous avons découvert, c'est que Anne a bien déposé une plainte pénale, comme le prouve ce document, mais que dans son cas, il n'y a pas eu de procès, l'affaire a été totalement étouffée. Vous vous demandez peut-être comment c'est possible? Eh bien tout simplement parce que Denis Vipré a proposé un deal, de l'argent contre le retrait de la plainte. Ça s'appelle une convention, et voici grâce à quel document on l'a découvert. Purée, il y a Anne qui vient de nous envoyer la convention qu'elle a signée en 2020. Tu sais, elle nous en a parlé, la convention qu'elle a signée avec Denis Vipré. Ouais. Et je viens de vérifier, il y a bien la signature de Denis Vipré et de son avocat. Et c'est hyper intéressant parce que au tout début, il dit qu'il est profondément navré et attristé de la situation et qu'à aucun moment il a voulu la mettre dans une situation inconfortable, ambiguë ou indésirable, et qu'il lui présente ses excuses les plus sincères. Donc ça, c'est une sacrée preuve. Ouais, puis si tu descends un petit peu là, ça met justement que le texte là suivant, ça va être dans les conditions générales. Ouais. Et puis ça dit: les séances de magnétisme se pratiquent avec des personnes habillées, car le magnétisme guérisseur est une énergie qui circule au-delà de la distance et donc en toute logique des vêtements. Si des mains doivent être posées sur le corps de la personne présente, cela se fera pour les parties du corps couvertes par un vêtement, sur ce vêtement et jamais directement sur la peau de la personne. Ah, c'est intéressant. Ouais. Est-ce que ce texte-là, on vérifie? Est-ce qu'il l'a mis sur son site internet? Est-ce qu'on vérifie ça? Regardez. Là, sur les conditions générales, est-ce que tu le vois? Non. Sur les conditions générales, je vois rien. Enfin, il y a 24 conditions générales, mais il n'y a pas un mot de ce texte qui est dans la convention. Il n'y a rien sur les vêtements, il n'y a rien sur la peau. Ok, mais attends, ça c'est aujourd'hui, 2025. Est-ce que potentiellement il aurait mis ce texte en 2020, 2021, puis il l'aurait retiré derrière? Est-ce que tu peux regarder ça? Ouais, laisse-moi regarder. Bah, attends, je vais sur la Waypack Machine, c'est un super outil où justement tu peux regarder toutes les pages internet archivées. Et puis là, pour 2020... Non, c'est de nouveau les 24 conditions générales. Et puis, même chose pour 2021. Il n'y a rien? Non, il n'y a rien. Alors, pourquoi Anne a-t-elle accepté un tel contrat? Nous devions lui poser la question. Moi, j'étais pas d'accord de juste accepter de l'argent, de payer pour mon silence. Parce que, en fait, comment est-ce que je suis sûre qu'il n'y a pas d'autres personnes qui vont être agressées après? Donc, vous avez signé cet engagement? Ce qui impliquait aussi que vous renonciez à votre plainte, que vous renonciez à rendre les choses publiques. Oui, ça veut dire que j'avais pas le droit de parler de ce qui s'était passé, de mentionner son nom, et que lui, en échange, s'engageait à ne plus faire ça. Comment vous avez réagi quand vous avez appris par la presse la reconnaissance de la justice de la condamnation de Denis Vipré pour des faits de la même nature? Puisqu'on en est là, alors c'est qu'il n'a pas respecté sa part du contrat. Alors j'ai plus besoin de me taire. Ça a été assez difficile parce que du coup je me suis sentie très coupable. Enfin, j'ai l'impression que parce que j'ai lâché
Alors j'étais un peu responsable du fait que ça continue de se passer et qu'il y a des personnes qui sont en souffrance et qu'en fait il y a, je sais pas combien de personnes qui sont concernées, mais je suis quand même désolée. Mais non. Ça veut dire qu'il y a eu combien de personnes, en fait, entre-temps? Il y a eu combien de personnes? Il n'y a pas de critères, il n'y a pas d'âge. Une femme qui va voir Denis Vipré est en danger. Et c'est juste pas possible. Estelle, pourquoi à ce moment-là, vous n'en avez pas averti la justice, vous n'êtes pas allée à la police pour déposer plainte? Je voulais pas que mon mari soit au courant, je voulais pas que mes enfants soient au courant et qu'ils s'inquiètent. C'était parole contre parole. Moi, je suis juste une maman, une femme lambda. Lui, il avait quand même cette notoriété. Erin, pas mal de personnes m'ont mis des bâtons dans les roues en disant « Mais t'es folle, tu peux pas faire ça, tu vas lui détruire sa carrière, c'est pas raisonnable, ça va rien changer de toute façon. » On ne touche pas Denis Vipré? On ne touche pas Denis Vipré. C'était clair. On ne touche pas. Il y avait plusieurs raisons. Il y en a qui disaient parce qu'il fait énormément de bien. Et l'autre raison, c'était mais il fait de la magie noire. Fais gaffe, ça va se retourner contre toi et c'est grave. Au final, combien de femmes n'ont pas déposé plainte? Impossible de le savoir. Mais en épluchant le dossier juridique de Anne, on a fait une dernière découverte de taille. La police vaudoise, lors de son enquête, a interrogé une 5e femme. Ça veut dire potentiellement une nouvelle victime présumée de Denis Vipré. Et là, pour nous, ça a été un vrai yo-yo émotionnel. Ouais, désolée de te déranger, mais je viens de découvrir qu'il y avait une 5e victime en fouillant dans les dossiers. Il y a son nom, il y a son prénom. En fait, au début, j'étais méga excitée. Je me suis dit, mais trop bien, je vais pouvoir la contacter. J'avais envie de l'appeler direct. Puis là, en fait, je viens de réfléchir que... Bah non, c'est encore une nouvelle victime. C'est... Je sais pas, je suis hyper perturbée. Ça me brase vraiment, là. Je sais plus trop quoi penser. Ouais, je comprends. En fait, plus on a de victimes, plus ça fait un gros impact pour l'enquête. Mais en même temps... Une victime de plus, c'est une autre personne qui souffre, en fait. Ouais, c'est... Ouais. Ouais, mais du coup, je me dis, mais ça va s'arrêter où, quoi? Je comprends. Enfin, c'est compliqué de garder cette distance, en plus, journalistique avec les victimes, quoi. Ouais, Non, c'est pas facile. Mais dans ces cas-là, comme bien souvent, la nuit porte conseil. Alors le lendemain, j'ai immédiatement la 5e femme pour la convaincre de me donner une interview. Et surprise, elle a directement accepté. J'avais une 20aine d'années, c'était en 2008. Et puis, avec ma sœur, on était assez intéressés par les médecines parallèles. Ça nous plaisait, c'était très nouveau à l'époque, surtout dans les milieux ruraux. Il m'a dit que j'allais aller tout bien, que tout irait bien pour moi. Il a pris mon argent et il m'a fait une bise et il a un peu raté le dernier baiser. Voilà, ça a dérapé, mais j'ai pas pensé à mal. À ce moment-là, je me suis dit, bon, on a le droit de se rater quand on fait une bise de 3 baisers et j'ai pas pensé à mal. Ça, c'était la première rencontre. Oui. Et vous l'avez rencontré une 2e fois. Donc, vous y êtes retournée. Oui, j'y suis retournée parce que j'avais un problème d'infection des reins qui se chronicisait. Et j'avais vu qu'il passait dans un hôtel dans la région à telle ou telle date. Donc, mon petit copain de l'époque m'avait conduit à cet hôtel et lui avait attendu dans la voiture sur le parking. Et alors là, comment ça se passe? Décrivez-moi cette nouvelle rencontre avec Denis Vipré. Et c'était une chambre d'hôtel. Quand je me retrouve toute seule avec lui dans la pièce, je lui dis oui, je reviens parce que j'ai des soucis. Il m'a dit oui, je sais. Mais moi, ce que je sais de toi, c'est que en fait, tu crèves d'amour, t'as besoin d'amour, t'es une bête d'amour. Je vais t'en donner. Et il s'approche de moi et il me laissait m'embrasser avec sa langue. Il me plotte, il me passe sa main. J'avais un legging, il me passe sa main et il avait cette excitation qui m'a déplu vraiment. J'ai senti qu'il était qu'il en allait après moi et puis qu'il fallait que je me faufile pour m'en sortir.
Heureusement que je suis petite et mince. J'étais contre le mur, que j'ai réussi à me faufiler, me glisser pour lui échapper. Et après, il me l'a remis les mains autour de moi, il m'a fait un câlin, il m'a dit « Je vais te donner mon numéro, il faut que tu m'appelles, je vais donner tout l'amour du monde, t'as besoin d'amour. » Je me suis dit « Mais comment on en est arrivé à une incompréhension pareille ?» Parce que j'ai vraiment donné aucun signal, j'ai pas fait les yeux doux, je l'ai pas approché, je l'ai pas posé la main sur l'épaule, j'ai rien fait. Moi, il me faisait vraiment penser à mon papa, alors au fond, mon papa, mais c'est vrai que pour moi, c'est l'agriculteur en surpoids, le souffle court, les lunettes, les joues très rouges. Enfin, c'est vraiment pas. On est beaucoup plus âgés que moi. On était à 1000 lieues d'une idylle amoureuse, hein. Comment vous avez réagi quand vous avez appris que d'autres femmes avaient été victimes, à différents degrés également, mais de Denis Vipré ? Mais alors, j'en étais absolument sûre. Je suis étonnée du chiffre actuel de 4 autres personnes, parce que pour moi, ça doit être stratosphérique. Il doit y avoir tellement de personnes qui l'ont vécu, mais qui ne pouvant pas se mettre en lien les unes aux autres, ont fait exactement le même mouvement que moi, c'est-à-dire de gérer cette information individuellement et de passer outre. Après avoir entendu ces femmes, évidemment, nous avons contacté Denis Vipré pour obtenir sa version des faits. Mais il a refusé notre proposition d'interview filmée, estimant que notre travail journalistique était biaisé. Par la voix de son avocat, il nous a fait parvenir ce communiqué. Monsieur Denis Vipré conteste formellement ces allégations à caractère sexuel portées contre lui. Il rappelle qu'une partie de ces accusations ont déjà été traitées par la justice, d'autres font l'objet de procédures en cours auxquelles il collabore. La plainte déposée en mars 2020 a été retirée en décembre de la même année. Tout généralement, on relève que lorsqu'une infraction est poursuivie d'office, le classement de celle-ci à la suite d'un retrait de plainte signifie qu'il n'existait aucune charge sérieuse. Pour vous, en tout cas à votre connaissance, il n'y a jamais eu de comportement déplacé ? Ni de comportement déplacé, ni de mots déplacés. Jamais. Donc, j'ai entendu, mais je doute de ces paroles-là, quoi. Parce que Denis Vipré est plus là pour nous aider et pas pour nous faire du mal. Ça revient un petit peu au temps des sorcières, quoi. Elles étaient là pour nous les aider, puis elles ont fini sur le bûcher. Donc, est-ce que c'est ce qu'on a envie de faire à Denis Vipré ? Je ne sais pas. Non, ça m'attriste. Quelle trace ça a laissé en vous, cette agression, au fil des jours, des semaines, des mois qui ont passé ? J'ai eu des flashbacks super intenses. J'étais en train de sevrer mon fils de l'allaitement. Et évidemment, il cherchait, c'était le tout début, et il cherchait du coup encore à téter. Et je me souviens avoir eu cette réaction vraiment épidermique et violente quand mon petit a voulu me toucher les seins, pour téter. Et où je l'ai dû le reculer, je pouvais pas, quoi. C'était vraiment... Ça m'a choquée, ça, c'était fort. Pendant les semaines et les mois qui ont suivi, je suis tombée en dépression, qui a mené à une séparation. Ma santé s'est détériorée. Je ne peux pas dire s'il y a un lien ou pas. Il a été jugé coupable 2 fois. La première fois où il a été jugé coupable, il a été condamné à 1000 francs d'amende. Une fois qu'il a fait appel, la peine a été doublée. C'est venu à 2000 francs. Est-ce que cette peine, vous la jugez suffisante ? Je ne pense pas qu'il y ait de chiffres qui peuvent être mis et que ce soit suffisant. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai toujours demandé qu'un franc de tort moral. Je voulais pas d'argent de sa part. Moi, ce qui serait suffisant, c'est qu'il puisse plus recommencer. C'était ça mon but. 2000 francs, c'est peanuts, à tout point de vue. Je voulais vous faire réagir toutes les 4 aux propos de l'avocat de Denis Vipré qui a déclaré au journal La Liberté en mai 2024 à l'occasion de votre procès, Erin, qu'en près de 40 ans de pratique thérapeutique, son client n'aurait en outre jamais dû faire face à des accusations de nature sexuelle. Jamais. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette déclaration ? C'est tellement violent comme propos par rapport à là où moi je me sens et où je nous sens être nous 4 là.
Cette phrase, sortie de son contexte, visait à exprimer la confiance de M. Vipré dans sa pratique professionnelle, non à minimiser la parole de quiconque. Elle ne s'adresse à aucune victime présumée et ne constitue en aucun cas une provocation. Je crois que ça me met en colère. Ça me donne envie de hurler et de secouer. Je comprends pas comment c'est possible de pouvoir faire autant de mal et de détruire des gens en prenant un rôle de thérapeute et du coup en ayant du pouvoir sur des personnes qui viennent dans un état de faiblesse. C'est agaçant de mauvaise foi, je crois. Alors, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'accusation qu'il n'y a pas de fait. C'est clair que la peur qu'il insuffle par son pouvoir, en tout cas sa notoriété, fait qu'il y a certainement beaucoup de femmes qui ont choisi de ne pas le dénoncer. Ça ne veut pas dire que les faits n'ont pas été causés. J'aimerais vraiment dire que je ne sais pas si Denis Vipré a un don ou n'a pas de don. Mais en tout cas, ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est de l'utiliser pour faire du mal aux gens. Et s'il a un don, il est censé l'utiliser pour faire du bien. Et que c'est pas parce qu'il a des manques ou il n'a pas le droit d'utiliser son don pour remplir ses besoins sexuels. C'est pas acceptable. Et j'espère que ça va donner du courage, de la force, de la crédibilité aux personnes qui auraient été éventuellement aussi victimes. Le fait qu'il y ait des précédents, c'est tout en justice. Au final, en 40 ans de pratique, Denis Vipré a bâti un gigantesque business. Club de sport, course hippique, traitement VIP et remèdes miracles. Alors, au-delà des témoignages poignants que vous venez d'entendre, que se cache-t-il vraiment derrière l'empire Vipré ? Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez en savoir plus, cliquez dès maintenant sur le 2e volet de notre enquête. C'est à retrouver juste ici, car vous allez le voir, c'est que le début de nos révélations. Pour moi, c'est de l'arnaque dans le sens où, surtout le produit pour les sportifs, on vend de l'eau sucrée en fait à 117 balles le litre. Donc oui, ça c'est de l'arnaque, bien sûr. Monsieur Vipré n'a plus de lien avec ses produits. Il a cédé l'usage de son image et de son nom. Désormais, une équipe de professionnels qualifiés assure leur gestion.